Bismillahirrahmanirrahim. On a vu dans la vidéo précédente l'amibiase intestinale et ses manifestations. Cette vidéo est la suite. On va voir l'amibiase extra-intestinale. On va voir les méthodes diagnostiques d'amibiase, le traitement et la prophylaxie. Comme on a dit, l'amibiase nous donne des manifestations intestinales et extra-intestinales. On va voir l'amibiase extra-intestinale. Il existe plusieurs occasions où l'amibiase peut donner des manifestations en dehors du tube digestif. C'est l'amibiase hépatique. La localisation hépatique, elle est la plus fréquente. L'amibiase pleuropulmonaire et d'autres localisations ont des cavités péritonéales, péricardiques, cérébrales. Premièrement, l'amibiase hépatique. C'est la plus fréquente des localisations extra-intestinales. Elle est due à un essaimage des trophozoïdes intestinaux et peuvent apparaître plusieurs mois ou plusieurs années après la contamination. Donc, c'est la forme la plus fréquente extra-intestinale. Elle survient tardivement. Leur début est progressif et concomitant au nom d'un épisode dysentérique et se caractérise par. On a vu que dans l'amibiase intestinale, on a la fameuse triade du syndrome dysentérique qui est épreinte, ténesme et diarrhée gléro-sanglante. Maintenant, ça c'est important, dans l'amibiase hépatique, on a la triade de Fontan. La triade de Fontan qui se manifeste par douleur, fièvre et hépatomégalie. Ça c'est à retenir. L'amibiase hépatique est caractérisée par la triade douleur, fièvre, hépatomégalie. Douleur, comme la localisation hépatique, c'est au niveau de l'hypochondre droit, irradiant vers l'épaule ou bien une douleur en bretelle. La fièvre, constante, en plateau ou oscillante, 39 à 40 degrés avec altération de l'état général. Une hépatomégalie qui est lisse, douloureuse à l'ébranlement. Ça, c'était la triade sémiologique de l'amibiase intestinale. C'est la triade de Fontan, douleur, fièvre et hépatomégalie. Ça, c'est à retenir parce que ce sont des questions fréquentes d'examen. Donc, l'amibiase hépatique, au contraire de l'amibiase intestinale, nous donne une altération de l'état général et une triade, c'est la douleur, fièvre et l'hépatomégalie. Deuxièmement, la deuxième localisation, l'amibiase pleuropulmonaire. Donc, comme leur nom indique, c'est la localisation au niveau du pleuve et du poumon. Elle est presque toujours secondaire à une amibiase hépatique. Pourquoi? Parce que le foie et le pleuve sont séparés juste par le diaphragme. Le parasite peut traverser le diaphragme facilement et envahir le pleuve, surtout le côté droit. Ça, c'est logique. Elle est presque toujours secondaire à une amibiase hépatique due à la diffusion des amibes à travers du diaphragme. Le tableau nous donne un tableau de pneumopathie aiguë de la base du poumon, c'est-à-dire en bas au niveau du diaphragme. Le risque, c'est l'absédation et la formation de fustules bronchiques et évacuation d'une vomique chocolat très caractéristique. Donc, l'amibiase pleuropulmonaire, c'est la deuxième localisation. Elle est presque toujours secondaire à une amibiase hépatique. Elle se manifeste par un tableau de pneumopathie aiguë de base. Elle est caractérisée par un critère sémiologique pathognomonique qui est la vomique en chocolat. Tout ce qui est en gras, comme toujours, il est important et à retenir. Et en troisième plan, d'autres localisations, elles sont rares, ont des cavités naturelles. On a l'exemple d'une amibiase péritonéale
amibiase péricardique, amibiase cérébrale et ainsi de suite. L'amibiase peut toucher n'importe quel organe extra-intestinal, mais ces trois localisations, c'est le plus fréquent. Surtout l'amibiase hépatique et l'amibiase pleuropulmonaire. Vous devez distinguer les deux manifestations hépatiques et pleuropulmonaires. Ces points forts sont à retenir par cœur. Maintenant, une notion très importante. Le PS, l'examen parasitologique des selles, il est sans intérêt dans les amibes ou bien l'amibiase extra-intestinale. Ça, c'est une question fréquente d'examen. Pourquoi l'examen parasitologique des selles est sans intérêt? Parce que le parasite ou bien les amibes, ils ont migré du type digestif. Il n'existe pas de parasites dans le type digestif. Ils ont migré vers la localisation hépatique ou bien pulmonaire ou d'autres localisations. Donc, on ne va pas trouver Entamoeba histolytica dans les selles. Ça, c'est à noter. Le PS est un examen de diagnostic et de certitude dans l'amibiase intestinale. Je répète, le PS, l'examen parasitologique des selles, est un examen de diagnostic et de certitude dans l'amibiase intestinale. Il est sans intérêt dans l'amibiase extra-intestinale. Ça, c'est à retenir. Alors, quel est l'examen de certitude? C'est la sérologie amibienne. Ça, c'est très, très important. Le diagnostic de certitude d'une amibiase extra-intestinale est sérologique. Et le diagnostic de certitude d'une amibiase intestinale est parasitologique des selles ou bien c'est de l'OPS. EPS. Vous devez mémoriser ces deux notions. Le diagnostic de certitude d'une amibiase intestinale, c'est l'examen parasitologique des selles et le diagnostic de certitude d'une amibiase extra-intestinale et sérologique. N'oublie pas ces deux notions. On voit un cliché thoracique qui nous montre la surélévation de la coupole diaphragmatique à cause de l'augmentation de taille du foie. Donc, c'est la manifestation hépatique d'une amibiase hépatique. Maintenant, l'échographie. On voit ici une échographie d'un abcès amibien au niveau du foie. C'est une zone liquidienne pure anécogène. Tout ce qui est liquide, il est anécogène en échographie. Vous allez voir ces notions dans le module de radiologie avec un renforcement postérieur. Donc, là, dans le cliché thoracique, on a une opacité au niveau de la base du parenchyme pulmonaire droit. Et là, c'est un épanchement ou bien c'est une zone liquidienne pure anécogène au niveau du foie. C'est un abcès amibien. Donc, on a dit l'abcès se trouve dans un organe plein. Maintenant, la TDM. Il nous permet de visualiser très précises les lésions en moyenne d'1 centimètre. Ils sont des masses avasculaires hypodenses de contours bien définis. Comme leur nom indique, c'est un kyste, donc il est contenu dans une membrane. C'est une masse avasculaire hypodense. Elle est moins dense que le tissu de voisinage. Et il a un contour bien défini. Et l'IRM, c'est l'examen qui nous permet de bien voir et de visualiser la lésion ou bien l'abcès proprement dit. Tout ça sont des examens complémentaires pour confirmer le diagnostic d'une amibiase hépatique. Mais, je répète, l'examen de certitude est la sérologie. Passons au diagnostic différentiel. Une amibiase hépatique peut être confondue avec un abcès bactérien. Un abcès amibien et un abcès bactérien se ressemblent
cliché thoracique. C'est pour ça qu'on on a recueil à la sérologie pour confirmer le diagnostic. Aussi, un cancer primitif du foie. Il peut être confondu avec une amibiase, une cirrhose décompensée et un kyste hydatique surinfecté. Tout ça sont des diagnostics différentiels de amibiase hépatique. On a terminé avec amibiase extra-intestinale. Maintenant, le titre du diagnostic biologique. Comment on fait le diagnostic d'amibiase ou d'amoebose ou bien d'entamoeba histolytica. On commence d'abord avec les amibes intestinales. Comment posons-nous le diagnostic de confirmation et de certitude d'une amibiase intestinale? Eh ben, c'est facile. Comme je vous ai dit, le diagnostic repose sur l'examen parasitologique des selles. C'est l'EPS. Ça, c'est à retenir. L'examen parasitologique des selles et le diagnostic de certitude d'une amibiase intestinale. Cet examen subit à des conditions de prélèvement. Le patient doit s'abstenir de toute thérapeutique pendant 4 jours avant l'examen. Il va arrêter le charbon végétal, le bismuth, la paraffine et aussi les selles veulent être recueillies fraîches et séparément des urines pour ne pas contaminer les selles d'autres agents pathogènes ou bien d'autres bactéries et confondre le diagnostic. Lorsqu'on dit un examen parasitologique des selles, il signifie 3 examens successifs. C'est en gras un seul examen parasitologique des selles. Il consiste à 3 examens successifs avec un intervalle de 3 à 4 jours entre eux. Et ce patient va subir un régime pauvre en résidus la veille et s'abstenir de manger des fruits secs et des légumes. Et tout patient doit garder ou bien doit subir ou bien être accompagné avec sa fiche de renseignement. Ce qu'il faut retenir, c'est l'EPS qui est l'examen de certitude pour l'amibiase intestinale. Maintenant, le diagnostic coprologique. Y compris l'examen parasitologique des selles, la culture des selles, la copro-antigénémie et la biologie moléculaire. Tout ça entre dans le domaine du diagnostic coprologique. Commençons par l'examen microscopique direct. C'est quoi un examen microscopique direct des selles? C'est l'examen à l'état frais. Si le patient est contaminé avec Entamoeba histolytica, on va voir des trophozoïdes dans les selles glérosanglantes. Si on voit des trophozoïdes dans les selles glérosanglantes, le diagnostic d'Entamoeba histolytica est posé directement. Ou on peut rechercher des kystes dans les selles qui sont pâteuses, voire normales. Donc, le patient peut éliminer des trophozoïdes dans des selles glérosanglantes lorsqu'il est symptomatique, ou bien s'il est un porteur asymptomatique, il va éliminer des kystes intacts dans des selles pâteuses ou bien normales. Donc, un examen à l'état frais peut nous donner le diagnostic. Maintenant, les techniques de coloration. La coloration, elle est extemporanée par le Lugol ou bien la coloration au MIF. Pour la coloration des frottis, on utilise la méthode de Kohn, la méthode de Heidenhain et la méthode de Brook et Goldman. D'autres méthodes qui est la méthode de concentration qui consiste à des techniques des Bollinger et Ricci modifiées. Mais ce qui est important dans ce diapo, ces deux notions-là, l'examen à l'état frais nous
permet de voir des trophozoïdes dans des selles glérosemblantes. Si le patient il est symptomatique et bien des kystes éliminés dans les selles si ce dernier est un porteur sain. Ça, c'était l'examen des selles. Maintenant, ce diagnostic en microscopie optique, il ne peut pas différencier entre les souches d'entamoeba. Il peut s'agir d'une souche commensale qui n'est pas pathogène. Donc, on ne peut pas différencier entamoeba histolytica d'entamoeba dispar. Le résultat doit rendre et reporter l'espèce comme histolytica ou bien histolytica dispar. Donc, l'existence des trophozoïdes ne peut pas déterminer le type d'entamoeba. Est-ce qu'il est histolytica ou bien dispar? Maintenant, il remarque, comme on a dit, un seul examen parasitologique des selles, il comprend 3 prélèvements de selles. Ça, c'est important. On dit un seul examen parasitologique des selles, mais on parlera de 3 prélèvements séparés de 3 à 4 jours. Ça, c'est à retenir. C'est en gras. Un seul examen parasitologique des selles veut dire 3 prélèvements de selles séparés d'intervalles de 3 à 4 jours. Un examen direct à l'état frais ou après coloration, plus un examen après concentration pour chaque prélèvement. Donc, le prélèvement ou l'examen parasitologique des selles doit être minutieux. Ce sont des 3 prélèvements des selles séparés par 3 à 4 jours avec 2 examens. Un qui est direct frais ou après coloration et deuxième après concentration de chaque prélèvement. Ça, c'est à retenir. Maintenant, les autres examens, la culture des amibes, elle n'est pas un examen de routine. Troisièmement, la détection d'antigènes amibiens. On utilise les anticorps monoclonaux. Ça, c'est de l'immunologie. C'est la méthode d'ELISA ou bien du Western blot. Et la recherche des copro-antigènes est sensible et permet de différencier entamoeba histolytica et entamoeba dispar. Donc, l'examen au microscope nous permet de voir l'amibe, mais pour déterminer leur espèce ou bien leur type, est-ce qu'elle est histolytica ou dispar, on a besoin à détection d'antigènes amibiens. Et en dernier plan, la biologie moléculaire, c'est la mise en évidence du génome d'amibes de parasites par la PCR ou bien le polymérase chain reaction. Il a une bonne sensibilité, une bonne spécificité et malheureusement il coûte peu cher. Ça, c'était les diagnostics, 4 diagnostics qui peuvent confirmer le diagnostic d'une amibiase intestinale. On est toujours dans l'amibiase intestinale. Le diagnostic de certitude, il est coprologique, soit par un examen parasitologique des selles, soit par la culture, soit par l'antigénicité, ou bien par la biologie moléculaire APCR. Ces notions sont à retenir. Maintenant, on passe aux amibiases extra-hépatiques. Extra-intestinales, pardon. Première, c'est l'amibiase hépatique. Comme je vous ai dit, l'examen ici, l'examen parasitologique des selles est souvent négatif. À ce stade, en absence d'un syndrome dysentérique. Il n'existe pas un syndrome dysentérique dans l'amibiase hépatique. On ne peut pas voir les trophozoïdes ou les kystes dans les selles. L'EPS ou bien l'examen parasitologique des selles, il est inutile dans le diagnostic d'amibiase hépatique. Maintenant, comment faisons-nous le diagnostic? Premièrement, l'élément biologique d'orientation ne sont pas spécifiques. On peut voir une hyperleucocytose par polynucléaire neutrophile, PNN, mais elle n'est pas spécifique aux parasites. Ils peuvent être d'origine bactérienne.
On peut même voir une vitesse de sédimentation accélérée qui euh, témoigne à une réaction inflammatoire ou bien à une infection. Une augmentation des transaminases et des phosphatases alcalines à cause de lésions hépatiques, mais ça peut voir dans n'importe quelle pathologie hépatique. Ce sont juste des examens biologiques d'orientation. Maintenant, comment faisons le diagnostic direct? C'est par la recherche d'antamoeba histolytica dans le liquide de fonction hépatique. Il est rarement utilisé. La ponction d'un abcès hépatique au cours d'une laparoscopie ou sous-échographique ramène un pur chocolat, souvent des amis. Donc, pour le diagnostic de certitude, on a deux. On a un diagnostic direct qui est utilisé rarement parce qu'il est invasif avec des risques. C'est la recherche d'antamoeba histolytica dans les liquides du ponction hépatique ou bien de l'abcès qui va ramener à l'échographie un pur chocolat qui est pathognomonique à l'amibiase hépatique. Maintenant, le diagnostic qui est plus souvent utilisé, qui est indirect, comme on a dit, le diagnostic de certitude d'amibiase extra-hépatique, il est sérologique. Donc, la sérologie. La sérologie, elle ne répond qu'à l'amibiase invasive. Donc, si la sérologie est positive, on a une amibiase invasive. Donc, c'est l'Entamoeba histolytica qui a envahi le foie. Il est positif à 70% dans les atteintes intestinales malignes et l'amoebome, et il est positif à 90% dans les atteintes hépatiques. Donc, sérologie, c'est le diagnostic de certitude de l'amibiase hépatique. On peut utiliser aussi l'immunofluorescence, l'ELISA et d'autres tests à latex, tests d'immobilisation des amibes vivantes. Mais l'examen de choix, c'est la sérologie en amibiase hépatique. J'espère que c'est clair. On a terminé avec les diagnostics. Maintenant, il nous reste le traitement et la prophylaxie. Comment traiter l'amibiase? Ça nécessite un peu de concentration. Pour traiter l'amibiase, le traitement utilisé, on lui appelle amobicide. C'est amobicide qui va tuer les kystes ou bien les trophozoïdes dans Amoeba histolytica. Mais on a besoin de deux amobicides. On a besoin d'un traitement diffusable et d'un autre traitement de contact. Pourquoi? Parce que l'amibiase, elle est située dans deux localisations. Elle peut être accumulée dans le tube digestif ou bien le côlon. Ça nécessite un amobicide de contact parce que ils sont localisés au niveau de l'intestin. Mais lorsque ces trophozoïdes sont mobiles ou bien invasifs, on a un traitement diffusable qui peut diffuser dans tout l'organisme pour purifier le patient. Donc, si on répète, le traitement diffusable, il est le traitement des patients symptomatiques parce qu'il est diffusable. Il va traiter des patients atteints par une souche invasive. Et le deuxième qui est un traitement de contact, il est nécessaire aussi. Pourquoi? Pour purifier les porteurs sains. Donc, on va combattre Entamoeba histolytica sur deux plans. Un plan diffusable pour purifier ou bien tuer tous les trophozoïdes diffusés ou disséminés dans l'organisme. Et aussi, on n'oublie pas de purifier le tube digestif des porteurs sains pour arrêter la dispersion de la parasite. Donc, l'amobicide diffusable diffuse au sein des parenchymes et détruise les amibes histolytica in situ. Il va
guérir, il va arrêter les manifestations cliniques, il va guérir le patient. Le deuxième, qui est un amobicide de contact, il est administré par voie buccale, il ne passe pas ou il n'est pas absorbé au niveau de l'intestin. Pourquoi? Ça, c'est son but et son rôle, c'est de purifier ou de tuer tous les kystes et tous les trophozoïdes retrouvés dans l'intestin du patient ou bien du porteur sain. Gardez ça en tête. On traite entamoeba histolytica par deux amobicides. L'un, il est diffusable. Le deuxième, il est un amobicide de contact. Ça, c'est important. Maintenant, les modalités du traitement. Il existe plusieurs amobicides, mais le plus utilisé que vous devez retenir, ça, c'est le métronidazole ou bien le flagile. Vous devez retenir le métronidazole ou bien le flagile comme traitement. Peut-être, cette question peut être posée en examen. Les traitements sont posés. On peut être le métronidazole qui est utilisé pendant 10 jours. Ou bien on peut utiliser le tinidazole ou le facigine qui est à seule dose. On peut utiliser le métronidazole qui est l'amobicide le plus fameux, le flagile, ou bien le tinidazole. Ça, ce sont des amobicides diffuses. Pour amobicide de contact, on a le tiliquinol ou bien le tilbroquinol. Et le plus important et le plus fameux, c'est le métronidazole de flagile. Parfois, on a besoin d'un traitement chirurgical qui est indiqué en cas d'amoebomme ou un abcès hépatique. C'est pas toujours que le traitement médical est suffisant. Parfois, on a un recueil au traitement chirurgical. Ça, c'est quelques indications. Comme on a dit, un amobicide de contact, il est indiqué pour des porteurs sains. Et l'amobicide tissulaire, c'est pour guérir la dysenterie amibienne et les localisations hépatiques. Ce tableau résume ce qu'on a dit dans les diapos précédentes. Maintenant, on arrive à la dernière plaque qui est la prophylaxie contre l'amibiase. Comment faire la prophylaxie contre l'amibiase? C'est par deux mesures. La première ou les premières mesures sont individuelles et les deuxièmes mesures sont collectives. La prophylaxie individuelle, elle est basée sur le respect des règles d'hygiène habituelles. Comme on a dit, c'est une maladie liée au périphérique, c'est une maladie des mains sales. Donc la prophylaxie, c'est le lavage des mains, c'est l'ébullition et la javélisation d'eau de boisson en zone endémique. Comme on a dit, le chlore, il n'est pas suffisant pour tuer les kystes. On doit bouillir l'eau ou la javélisation, on va utiliser Javel dans l'eau de boisson. Ça, c'est surtout dans les zones endémiques. Le rinçage correct et des fruits et des légumes. Donc l'hygiène et éviter les aliments exposés à l'air. Ça sont des mesures de prophylaxie individuelle contre l'amibiase. Maintenant, les mesures collectives, c'est de l'éducation sanitaire de la population. On doit lutter contre la pollution fécale, qui est la cause de la dissémination de cette pathologie. L'installation d'un réseau d'eau potable surveillé. Donc, comme on a dit, l'amibiase témoigne du niveau socio-économique et elle témoigne de la pollution des eaux. On doit utiliser un réseau d'eau potable surveillé. Maintenant, le dépistage est nécessaire pour traiter les porteurs sains qui sont à cause de la dissémination de la maladie. On va lutter contre les mouches car ils transmettent la maladie. Ils ont un contact avec les selles et les plates, les cafards et on doit construire des puits
protégées. Donc les réserves d'eau doivent être protégées contre les agents infectieux ou bien les contaminants ou bien les sels contaminés avec Entamoeba histolytica. Une dernière note, il existe un vaccin en cours d'expérimentation. C'est un vaccin qui bloque l'adhérence des trophozoïtes Entamoeba histolytica à base de GALNAC lectin. Mais il est en cours d'expérimentation. Seule prophylaxie, c'est la plus efficace, c'est la prophylaxie individuelle et collective. Le vaccin, il est pas évident encore. Toujours la prophylaxie est le meilleur traitement. Nous sommes arrivés à la fin du cours de l'amibiase. J'espère que les 2 vidéos étaient claires. N'oubliez pas d'abonner. Toujours les liens sont disponibles dans la description. Merci pour votre attention et je vous rencontrerai dans les vidéos prochaines, Inch'Allah. Bon courage.